Bonsoir chers téléspectateurs, amis fidèles d'Expression. Merci une fois de plus d'être avec nous aujourd'hui, avec comme d'habitude Innocente. Innocente, bonsoir. Bonsoir Paul. Et notre invité No. No, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Voilà, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de la cafritude. En fait, il y a 3 ans, on avait enregistré une émission et Ambouroué Bigman était venu là justement pour nous parler de la cafritude, un concept qui lui est personnel. Innocent, lors de cette émission-là, nous a parlé de l'esclavage en Libye. Qui est toujours malheureusement d'actualité. Et que les gens sûrement n'avaient pas beaucoup suivi. Voilà pourquoi nous aimerions vous faire vivre cette partie-là. La dernière partie, ce sera l'hommage à Jacob Devarié qui nous a quittés il y a quelques semaines. Vous êtes là aujourd'hui pour nous parler d'un concept, la cafritude. Qu'est-ce que c'est néologisme? La cafritude, c'est ce concept, il n'est peut-être pas aussi neuf que cela. Je dirais même que beaucoup de gens ont pas mal d'écrivains, pas mal de chercheurs, des gens comme Tchikaï Tamsi, se sont beaucoup rapprochés de ça et j'en passe. J'ai même découvert il y a quelques années que quelqu'un au Cameroun parlait de sa poésie, parlait de l'afritude. Mais la nouveauté, me semble-t-il, l'élément qui fait ressortir donc ce concept, c'est qu'en fait, je demande ceci, je propose ceci. Les artistes africains ont tout intérêt à manier, à utiliser le matériau tiré de la tradition. Parce que on a affaire à des Africains qui se réclament, ils disent tous, oui, la tradition, on la connaît, mais c'est pas vrai. Ne serait-ce que pour évacuer toutes les traditions qui pourraient être, entre guillemets, négatives, c'est-à-dire peu adaptées au contexte actuel. Si une tradition peut vivre et s'adapter au monde, c'est une tradition qui dure. Il ne faut pas oublier que la tradition est, si vous voulez, le vecteur visible de la spiritualité chez un individu. Aucune société n'a pu être, en se coupant de ses racines, en clair, de sa spiritualité. Il n'y a pas de religion sans spiritualité. Toutes les grandes religions au départ, vous avez une forme de spiritualité, une spiritualité particulière qui se distingue d'une autre, qui va amener à la religion. Et la meilleure manière de percevoir une société en plein mal-être, c'est lorsque vous voyez que les dogmes qui se dégageaient au départ, qui sont nés, qui ont été façonnés par la spiritualité et qui ont mené à des croyances acceptées par tous, ces dogmes ne sont plus respectés. On comprend tout de suite qu'une société ne peut pas tenir. Alors le problème pour nous en Afrique, c'est que, étudiant, j'observe, je suis frappé par une chose, j'observe que plus les Africains, les écrivains africains parlent de l'Afrique, plus s'éloignent de l'Afrique, parce que jusqu'aux années 76, juste un peu avant 80, il n'était pas de bon ton. Tout le monde préférait éviter de s'appesantir sur les traditions africaines. Je ne devrais dire pas tout le monde. Des gens comme Olympe Belliquenom ont toujours été constants, etc. C'est pas pareil. Et paradoxalement, les gens avaient comme honte. Ça faisait rétrograde. Ça faisait attarder. On biaisait avec les traditions. Et le cas le plus emblématique, c'est celui de Nkrumah. Qui ici, il y a une vingtaine d'années, quand il est arrivé, j'ai discuté longuement avec lui. Il a reconnu que ça n'allait pas. Et chez Nkrumah, on lui faisait comprendre que il ne pouvait pas cracher sur les traditions africaines comme il le faisait, en affirmant des choses qui ne tenaient pas. On n'a que tout souffert de ne pas avoir assez pensé. Penser, c'était rejeter nos traditions. Lui qui était fils
de chasseurs traditionnels, fils de chefs de chasseurs traditionnels. Vous comprenez? Je peux revenir après Oui, j'aimerais à ce sujet-là, au néologisme tout à l'heure. vous interpeller d'ailleurs. Ça veut dire, si je comprends bien, que finalement, la cafritude, c'est la puinée de la négritude, du mouvement de la négritude. Ah, c'est sûr. Bon, maintenant, d'accord. Non, attendez. Finalement, je crois comprendre que Senghor, qui a été cofondateur du mouvement de la négritude et qui a prôné le concept de l'ouverture et l'enracinement, a donc échoué. Il a échoué pour que vous relanciez un nouveau concept. Non, ce n'est pas un échec. C'est pas un échec. Il fallait des gens comme Senghor. Parce qu'à leur époque, c'était pas, la lutte, entre guillemets, ne se situait pas sur le même plan. Il leur fallait, eux, dire au monde que l'homme noir était identique aux autres, avait une histoire, etc. C'était ça. On ne reconnaissait pas, on déniait à l'homme noir en général une forme d'antériorité. On partait du principe qu'il fallait, l'homme n'avait pas le choix. Si je comprends bien, la négritude, c'est l'affirmation des valeurs culturelles du monde noir. La cafritude prend, n'est-ce pas, prend racine dans la négritude pour explorer d'autres horizons concernant la valorisation des cultures pour lesquelles l'Africain a l'habitude de laisser de côté ce qui est important et puis qu'il a peur, qu'il a honte comme pouvoir le cracher. Mais aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus cette épée de Damoclès sur la tête de qui que ce soit pour s'affirmer et se positionner par rapport aux traditions. Mais je constate que le problème des Africains, c'est que l'Occident a réussi à lui faire comprendre que tout ce qui est noir est satanique. Tout ce qui est nègre est impur. Tout ce qui est noir est sale. Ce cliché du nègre paresseux, malade, toujours en colère, et ce cliché du nègre qui est toujours quémandeur. Mais ce cliché a la vie dure. Parce que tout simplement, moi quand je vis avec les jeunes gens, je pense que c'est cette génération-là qui nous montre ce que sera l'avenir de l'Afrique. Mais les jeunes Africains, ils ont honte de dire qu'ils aiment leur tradition. Les jeunes Gabonais, je parle des jeunes Gabonais, les jeunes Gabonais ne vont pas affirmer devant tout le monde, n'est-ce pas, qu'ils dansent le beauty. Ils ont honte. Ah, là, ils seraient fiers de dire, je prie pour dire je vais à la messe. Quand on va à la messe, on est quelqu'un de bien. On n'a pas honte de le dire, mais on a honte de dire qu'on est initié. On a peur de dire, on a peur d'être regardé comme quelqu'un de sale, d'attardé, en affirmant devant tout le monde qu'on respecte les religions traditionnelles africaines, qu'on respecte la religion de sa culture. Ça, je l'ai constaté. Encore plus cela, n'est-ce pas, par rapport à l'apparence physique. Tout ce qui est africain est pauvre. N'est-ce pas? Pour paraître comme il faut être en costume, en cravate. Il faut avoir des souliers vernis. Si on a ses sandales, son petit pan de village, ah là, on est tout de suite rejeté comme un malpropre. Et c'est tellement présent, présent dans l'imaginaire de cette jeunesse-là que je pense qu'ils ont définitivement tourné le dos à l'Afrique. Et nous sommes les parents de ces enfants. C'est que nous sommes responsables de cette situation. Si nos enfants nous haïssent, si les enfants haïssent ce que nous sommes, c'est parce que nous avons failli. C'est très facile, c'est trop facile, non, c'est trop facile de dire tout simplement, oui, les Africains ceci, oui, la tradition. Mais nous-mêmes, la tradition, nous ne l'aimons pas. Nous ne l'aimons pas. Je pense qu'au final, moi j'ai compris qu'ils sont en train de prôner une sorte d'africanité décomplexée. C'est ça? Décomplexée. La question que j'aurais bien aimé poser, parce que nous arrivons à la fin. Ce que je voudrais comprendre, c'est de dire à tout le monde, à qui veut entendre, que toutes les traditions du monde se valent. Aucune culture n'est supérieure à une autre culture. C'est pas parce qu'on est en pagne qu'on est misérable. C'est pas parce qu'on est en cravate qu'on est un homme bien.
Très bien. Pourquoi? Parce que moi, quand je vois ça m'attriste fortement, n'est-ce pas? Des jeunes gens qui sont fiers de dire « Ah, moi, je ne parle pas la langue. » Après, on sera fier de parler anglais. On sera fier de parler français. Et ce qui est drôle, je ne parle pas seulement du Gabon, dans les pays d'Afrique où j'ai été, quand quelqu'un fait une faute en français, oh là là, tout le monde est choqué, tout le monde est indigné. Et la personne même, voilà. Mais quand quelqu'un fait une faute dans sa langue maternelle, c'est normal, ça ne dérange personne. Parce que cette langue, elle est méprisable. Il ne faut pas la valoriser, il ne faut pas l'aimer, il ne faut pas la parfaire. Ce n'est pas grave si c'est n'importe quoi. Mais le français, attention, c'est une belle langue. Non, le Cafre, il était esclave. Le Cafre, il était méprisé. D'accord? Et maintenant, je parle des esclaves en Afrique. C'est ce que je n'ai pas compris. Bon, d'accord. C'est à dessein que je prends le terme cafritude. Oui. Comment on l'oppose à la négritude. La négritude, tout le monde en est fier. La cafritude, il faut faire ressortir ce dont on n'est pas fier. Voilà. Pourquoi le terme est né par le mot cafre, qui signifie non-musulman et esclave dans certaines parties d'Afrique. Il faut que les artistes africains... Enfin, oui, c'est le but. Terminé, achevez. Il faut que les artistes africains, en quelque sorte, prennent l'habitude de traiter, de ne pas mettre de côté un certain matériau. Tout ce qui est dit là, ça, ce sont les conséquences. D'accord. Il ne faut pas en vouloir. L'Occident n'est même pas fautif. L'Occident vit pour elle, pour tenir, pour être sur le podium. Donc, elle a, à juste titre, elle essaie d'inculquer ceci. Nous, de notre côté, en face, parler un peu des moyens, voilà, des voies à suivre. On a notre tradition, nos traditions qui nous permettent d'être nous-mêmes, nos racines. Mais nombre d'écrivains, les plus connus, les personnes à qui on donne le plus la parole, vous disent les racines, c'est s'enfermer. Comme si on avait déjà vu, parce qu'un arbre a des racines, il n'a pas de branche pour s'ouvrir au monde. Voilà le problème. Le livre dont il est question, que j'écris par rapport à cela, pose les questions tranquillement. Ça, c'est l'écume, les conséquences. Un organe de la presse américaine a fait un reportage sur les esclaves en Libye. Moi, j'ai été étonnée de voir que c'était le tollé. Tout le monde semblait indigné, ça a défrayé la chronique, et puis tout le monde était fâché. Mais l'esclavage en Afrique, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait qu'il y a des esclaves en Afrique. Tout le monde le sait. Mais pourquoi tout le monde semblait étonné, choqué, perturbé? C'est une hypocrisie qui m'a indignée. D'accord? Parce que malheureusement, il y a plusieurs foyers en Afrique où l'esclavage existe encore. Et c'est socialement accepté. Ce crime contre l'humanité est accepté et même entretenu dans certaines contrées. Et c'est une institution, n'est-ce pas, de telle sorte que les victimes ne se rendent même pas compte de leurs conditions. Ils pensent que c'est normal. Ils ne feront pas d'efforts pour en sortir parce que socialement, c'est une impossibilité psychologique de réagir contre l'esclavage. Est-ce qu'il y a des solutions? Alors, les solutions, tout simplement, c'est l'éducation. Éduquer les maîtres, éduquer les victimes, les bourreaux et les victimes. Parce que tout simplement, il y a une autre difficulté, c'est le fait de démocratiser, n'est-ce pas, le savoir pour que tout le monde sache ses droits et que sache qu'il n'y a aucun humain qui est au-dessus d'un autre humain. Alors, chers téléspectateurs, après cette première partie-là, nous recevons, comme annoncé, No sur ce plateau. No, bonsoir. Bonsoir, bonsoir encore. Merci de revenir ici à Expression. C'est moi qui devrais dire merci de m'inviter encore à Expression. Pour venir nous parler du bilan de ce grand festival que tu as organisé, Black History Art. Très bien, Black History Art. Alors, pour rentrer directement dans le vif du sujet, je sais qu'il y a eu pas mal de choses, mais entre autres, par exemple, il y a eu des ateliers. Est-ce que tu peux nous parler de l'atelier Chant, Histoire et Culture? Alors, pour parler justement donc, de ces ateliers, parce qu'il faut dire que le festival regorge d'un panel d'activités et on a pensé justement à mettre en place des ateliers d'éducation artistique sur l'histoire
et la culture d'une discipline, parce qu'on se dit aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui pratiquent des disciplines mais qui ne maîtrisent pas la culture de cette discipline, donc peuvent faire mal. Exact. Et donc l'atelier qui portait sur l'histoire et la culture du chant a été animé par une grande sœur à moi, Lauriane Ekondo, qui n'est plus à présenter aussi au Gabon. Et je l'espère viendra un jour ici à Expression. Voilà, donc avec Lauriane Ekondo, elle nous a fait une démonstration, elle nous a appris l'histoire du rhythm and blues, du jazz, de la work song. Elle est revenue jusqu'à nos musiques traditionnelles et on a vraiment vu le parcours en fait de la chanson africaine qui donc serait partie d'ici et avec les déportés, donc la colonisation s'est retrouvée du côté des USA et puis donc comme un effet boomerang aujourd'hui est revenu en Afrique et donne la musique que l'on écoute aujourd'hui dans le rhythm and blues, dans la musique afro-urbaine. Toujours par rapport aux ateliers, est-ce que tu pourrais nous parler de celui du rap qui concerne l'histoire et la culture? Le rap c'est un peu comme le chant, donc on a pensé aussi que le rap c'est l'une des disciplines, sinon la discipline la plus populaire chez les jeunes. Et donc on s'est dit qu'il fallait justement que les artistes qui pratiquent cette discipline-là soient au courant de comment elle s'est développée, comment elle est née, comment elle s'est construite aussi depuis les années 1960, Africa Bambaataa, pour arriver à Tupac, comment elle s'est exportée de Chicago jusqu'en Europe pour revenir aussi en Afrique et comment elle est devenue la musique donc la plus populaire chez les jeunes, cette musique vraiment d'expression urbaine. Voilà, c'était le rappeur Lestat XXL qui est un rappeur aussi connu que ce soit au Gabon, en France, au Canada, où il a lui exporté ce rap gabonais qui a été bien reçu du côté du Canada avec un groupe qu'il a créé là-bas qui s'appelait Invasion Barbare. Donc c'est ce grand frère aussi qui est venu nous donner ce cours magistral sur le rap. Voilà. Il y a également un genre qui prend de plus en plus de l'ampleur et tu es à la tête justement de ce mouvement-là. En tout cas, tu fais partie de ceux qui se battent pour que ce mouvement-là soit bien connu, c'est le slam. Et l'atelier que vous avez eu, qu'est-ce que ça a donné? L'atelier sur le slam, je pense que c'était vraiment important aussi parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion dans cette discipline. Quand on parle slam, naturellement, ou plutôt ça devrait être naturel, on devrait parler de compétition. Parce que dans les années 1980, dénommé Mark Smith aux États-Unis, quand il crée le slam, c'est dans l'objet d'une compétition d'art oratoire de poésie. Et puis aujourd'hui, quand on retrouve sur les réseaux sociaux du slam avec un fond de musique, on peut se poser la question de savoir, mais dans la compétition, il n'y a pas de musique puisque la règle fondamentale donc, de cette compétition slam, c'est l'a cappella. Mais comment quand on écoute des artistes comme Grand Corps Malade, comme Souleymane Diamanka, comme No par exemple, ou comme Lidl encore au Cameroun, on va écouter de la musique en dessous. Et est-ce qu'à ce moment-là, on devrait parler slam ou on devrait parler de slam de musique? Mais en réalité, en fait, c'est une discipline qui existe bien avant le slam, donc bien avant le terme slam. C'est le spoken word. Et donc ça démarre dans les années 1920, justement par des Afro-Américains qui se sont battus donc, pour l'acquisition des droits civiques et qui ont utilisé aussi donc, la poésie pour revendiquer pacifiquement, mais aussi pour revendiquer aussi leur culture. Donc cette poésie-là, ils l'ont déposée sur des instruments de musique traditionnels et donc c'est comme ça qu'est née cette discipline artistique que l'on va appeler le spoken word. Et c'est ce spoken word-là qui deviendra plus tard dans l'objet de la compétition slam. Mais lorsqu'on sort d'une compétition, on peut revenir dans le spoken word. Et ça, on a aussi appris ça lors de l'atelier Histoire et Culture du slam. Est-ce que tu peux nous parler de l'atelier de la danse? La danse était aussi important. Je ne suis pas danseur, donc je ne pourrais pas aussi bien parler de cet atelier que
ceux qui ont tenu l'atelier ou pour les participants de l'atelier, mais j'ai assisté et ce que je peux dire, c'est que de la même façon dont le chant, le rap au final ou le slam devraient être des expressions qui reviennent d'Afrique et qui ont eu un mouvement de révolution ou de développement du côté des États-Unis. Le slam, la danse, autant pour moi, c'est quelque chose de typique à l'Africain. L'Africain se reconnaît dans cette ambiance, dans cette façon de bouger le corps, de célébrer, dans ces moments de réjouissance même. On a nos danses de célébration, de réjouissance. Puis, toujours avec l'effet donc de la déportation de nos pères, de nos ancêtres qui se sont donc retrouvés aux États-Unis. Il y a eu cette façon de vouloir se reconnecter aussi à leurs origines, donc d'essayer de retrouver leur mouvement, leur pas, leur façon de célébrer, et donc avec une évolution ou une urbanisation, donc avec une jeunesse urbaine qui ont essayé de retrouver ces pas et ont essayé donc de les moderniser. Donc on a retrouvé maintenant des pas dans des danses comme le crump, le breakdance, le smurf, etc. qui à l'origine sont vraiment des danses qui sont inspirées par nos pas africains. Et donc on a vu cette évolution là aussi, l'histoire et la culture, et puis c'est comme ça que on sort de là avec la tête pleine d'histoire et de culture. Aujourd'hui on connaît mieux notre identité, c'est-à-dire si on fait du rap, si on fait du slam, si on chante ou si on fait de la danse, on peut mieux se reconnaître dans ce que l'on fait, parce qu'aujourd'hui on sait d'où ça vient, et comme ça vient de chez nous, donc on ne va pas dire que en fait ce sont des arts que l'on est allé prendre en fait à autrui, mais c'est autrui qui a pris ça chez nous, qui a développé, qui nous a ramené ça à l'ère de la mondialisation, et donc on adhère. Réappropriation, réadaptation. Moi, c'est comme ça que je sens ça. Réappropriation culturelle. Oui, mais il y a eu le côté intellectuel. Hein. Je vous reconnais souvent dans ça. Vous avez eu des conférences thématiques, avec beaucoup de thématiques, hein. Entre autres, entrepreneuriat culturel axé sur l'agrobusiness et préservation de l'environnement. C'est quoi le contenu? La réappropriation, l'entrepreneuriat, déjà c'est le mot fort de ces 10 dernières années. On parle entrepreneuriat, il faut entreprendre. On est un peu bloqué au niveau de la fonction publique, donc on demande aux jeunes, pour ne pas aller dans cet embouteillage, d'essayer de créer. Et moi j'aime cette expression qui dit donc créer, parce que entreprendre pour moi c'est créer. Et donc il n'y a qu'un pas en réalité entre l'art et l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça que dans le cas du festival Black History Art, on a vraiment pensé à mettre en place des conférences, et notamment la conférence donc sur l'entrepreneuriat culturel à l'ère du numérique, parce que aussi pour faire le pont, on est à l'ère du numérique, et autant le festival nous a démontré cela, parce que avec la crise, il fallait justement voir dans quelle mesure on pouvait passer donc du présentiel au virtuel. Et le numérique, c'est le virtuel. Donc comment on peut créer des entreprises, comment on peut développer des entreprises à l'ère du virtuel, comment on peut gagner de l'argent avec le virtuel. En avant émission, si je peux dire ça comme ça, on parlait tout à l'heure de cartes bancaires, de comment et tout, mais c'est justement ça le virtuel. Et donc cette conférence-là nous a vraiment édifiés, nous qui sommes des entrepreneurs du secteur culturel, donc de comment développer notre art et aussi notre activité entrepreneuriale sur le numérique. L'agrobusiness, pour moi, c'est le sujet d'actualité, parce que quand on parle de retour aux sources, c'est vraiment se demander comment nos pères n'avaient pas de maladies liées à la consommation. Et surtout lorsqu'on sait que le premier péché
de l'humanité est liée justement à la consommation d'un soi-disant fruit. Donc pour nous, c'est vraiment réfléchir sur ça et se dire qu'il faut parler bio. Il faut enseigner sur l'entrepreneuriat, axé aussi sur l'agriculture, sur le besoin donc, que l'homme a de la terre et le besoin que la terre en réalité a besoin de l'homme. Donc là, ça va nous amener directement en fait à parler donc de la préservation de cet environnement, parce que nous croyons véritablement que le créateur, Allah, Dieu, Bouddha, a pensé biodiversité, et donc chacun de nous faisant partie donc de cet écosystème doit veiller l'un sur l'autre. Et donc on parle préservation de la vie, préservation de l'environnement et agrobusiness. Nous maintenant parlons de la littérature et du théâtre dans Black History Art. Pour nous, c'est essentiel de communiquer cette valeur qui est justement la lecture. C'est un grand auteur donc, qui dira que ce sont les grands auteurs qui ont fait de nous des grands orateurs. Si on arrive à avoir une belle expression à l'oralité, c'est peut-être parce qu'on arrive aussi à lire ceux qui ont eu des belles expressions aussi à l'écrit. Et donc c'est important de communiquer à la jeunesse cette valeur-là qui est celle de la littérature, qui est celle de lire, et donc d'enrichir leur vocabulaire. La langue dans laquelle nous nous exprimons là, c'est le français, ce n'est pas notre langue. Et s'il faut qu'on arrive à bien parler cette langue-là, c'est en lisant donc des auteurs qui ont écrit en français. Mais aussi, ce qui est important de dire dans le cas de la littérature, c'est que la littérature façonne aussi l'éveil de l'esprit. Et donc les grands panafricanistes, pour citer Webb Dubois ou Marcus Garvey, ont laissé des traces par des écrits. Au Gabon, j'ai appris il n'y a pas longtemps que Léamba, qui était président du Gabon, a laissé des traces par des écrits. Il était écrivain aussi. Et donc on est aujourd'hui passé donc de cette culture de l'oralité qui est fondamentalement la nôtre à cette culture donc de l'écrit qui laisse plus facilement des traces, parce que les écrivains disent cette magnifique expression: les paroles s'envolent mais les écrits restent. Donc pour nous, c'était important de parler de la littérature et d'instruire justement sur ces valeurs-là. Il y a une notion qui est revenue souvent là, lors de cet atelier-là. Vous avez parlé de la responsabilité, non, de la RSA. RSA, oui, c'était une grosse conférence qui a été inspirée justement par la marraine du festival. La marraine du festival, donc, qui n'est plus à présenter, que ce soit sur la sphère gabonaise, mais autant africaine ou même mondiale, Annie-Flore Bathily-Lise. Et on a travaillé, donc, elle et moi, sur la conception donc, de cette conférence qui porte le nom RSA. RSA qui veut dire donc responsabilité sociale de l'artiste. On sait qu'aujourd'hui l'artiste est une entreprise individuelle, et donc on a fait un jeu de mots en se disant que si l'artiste est une entreprise individuelle et que l'on sait que les entreprises ont cette responsabilité sociétale lorsqu'ils sont implantés dans un pays, mais l'artiste en tant qu'entreprise lui aussi devrait avoir donc cette responsabilité sociétale. Absolument. Et donc dans le développement de cette thématique, on s'est rendu compte qu'effectivement, lorsque un citoyen lambda qui a des enfants prend la parole, il prendra la parole donc pour sa femme, ses enfants, dans un foyer classique, on va dire pour 4 personnes en réalité. Et plutôt que l'artiste qui est suivi par un plus grand nombre de personnes, surtout à l'heure du numérique, lorsque l'artiste va prendre la parole, je prends des exemples classiques sur Facebook, lorsque l'artiste va faire un live, c'est 5000 personnes qui sont connectées derrière ce que va dire l'artiste. Et donc l'artiste doit savoir qu'il a une responsabilité sur 5000 personnes au moment où il prend la parole. Mais plus que ça, parce que aujourd'hui on parle bien des
paparazzis, on parle des journalistes qui font des investigations sur la vie privée d'un artiste. Et donc l'artiste doit avoir la notion de cette responsabilité sociale à tout moment de sa vie. Et donc c'est important que l'artiste soit inculqué sur sa responsabilité sociale au même titre que les entreprises doivent être aussi inculquées sur leur responsabilité sociale. Il y a aussi eu un concours d'art oratoire. Comment ça a-t-il se passé? Je préfère dire concours d'éloquence. Concours d'éloquence parce que c'est la finalité des ateliers qui ont été des ateliers d'art oratoire qui ont donc conduit à ce concours d'éloquence. C'était pour moi quelque chose d'assez essentiel parce que aussi c'était un concours d'éloquence en langue maternelle, donc en langue, j'ai envie de dire africaine. On a eu des personnes qui étaient gabonaises, donc qui ont dit leur discours en langue fan, au mienné, mais on a aussi eu des Sénégalais qui ont eu un discours en peul. On a eu une jeune Camerounaise qui a donné un discours en langue bamléké, si je ne me trompe pas. Et donc, c'était important pour nous de partager ça parce que aujourd'hui, nous pensons que dans le cadre de la réappropriation culturelle, on va parler de linguistique. Et la langue, selon nous, est le meilleur vecteur d'une culture. Donc ce concours de langue, ce concours d'éloquence en langue maternelle est pour nous le point fort du festival Black History Art. Est-ce qu'il y a eu des insatisfactions? Est-ce que cela a été facile? Oui et non, parce que moi je crois que la perfection n'est pas de ce monde. Donc lorsqu'on fait quelque chose, on s'attend à ce que la chose ne soit peut-être pas comme l'étoile que l'on souhaite, mais au moins on vise déjà en parlant de la Lune. Et donc on essaie de se donner les moyens de donner le meilleur et après c'est simplement avec le cœur que l'on partage ce qu'on a reçu et ce qu'on aimerait aussi transmettre. Et Black History Art, c'est finalement terminé en apothéose. Yes. Et par un concert de clôture. Le concert de clôture, déjà, c'était une fusion, c'était un brassage entre plusieurs artistes. J'ai envie de citer comme ça Angie Bling, African Legend, Lauriane Kondo, Sirokos. C'était du slam, c'était du rap, c'était de la danse. Donc c'était vraiment un brassage artistique qui célébrait, qui commémorait aussi donc l'histoire des afros, que ce soit afro-américains, afro-africains, afro-européens, afro du cœur tout simplement, parce que il faut dire que au-delà d'une couleur, parce que lorsqu'on ferme les yeux en réalité on ne voit plus. C'est peut-être pour ça que je porte des lunettes noires, parce que lorsqu'on ferme les yeux, on ne voit plus. Donc, j'aimerais pas que les gens pensent qu'il y a derrière un mouvement noir, un mouvement simplement afro-révolutionnaire, mais en fait, c'est un mouvement d'une révolution humaine en réalité, parce que quand on va parler de couleur de peau, on va parler blanc, on va parler jaune, mais en vrai, un scientifique de renom, africain nous a bien appris que le blanc revient du noir. Donc c'est simplement une évolution. Et là, je parle de Cheikh Anta Diop. Donc nous on pense, quand on dit black, on pense pas noir, on pense humain en réalité. Et c'est vraiment pour ça que le hashtag, c'est donnons-nous de la force, mais au-delà de la couleur noire, c'est-à-dire que l'être humain puisse se tenir par la main et se donner des raisons d'y croire, des raisons de croire en fait. Et la raison de croire, c'est l'amour. Est-ce que vous êtes prêt pour la deuxième édition? On est en train de travailler actuellement avec l'équipe sur la deuxième édition. Donc prêt, je dirais,
je dirais moralement, quand on sort de cette première édition, des résultats du public, des échanges, de tout ce qu'on a appris, de tout ce qu'on a gagné, parce qu'au final, nous, on pensait donner, mais l'amour qu'on a reçu, au final, ça nous a grandi. Et donc, oui, moralement, on est prêt. Spirituellement, on est prêt. Et donc là, on est en train d'ajuster sur les nouvelles thématiques qu'on aimerait proposer en fait au public. Et donc, oui, on est ready. Retour sur le plateau, dernière partie émotion, et parce que nous avons tous été choqués et surpris par le décès d'un grand homme, d'un grand musicien, Jacob Desvarieux. Jacob Desvarieux est né le 21 novembre 1955 à Paris. C'est un chanteur, guitariste, arrangeur et producteur français cofondateur du groupe Kassav. Il grandit entre la Guadeloupe, la Martinique et le Sénégal avant de se retrouver entre Paris et Marseille. À 10 ans, il voulait un vélo, mais sa mère préféra lui acheter une guitare sur laquelle il commença vraiment à faire ses gammes au Sénégal sous la férule amicale d'un voisin, Adama Faye, qui deviendra plus tard le bassiste de Youssou Ndour. Voilà. Et tout de suite, on rentre dans le vif du sujet pour que vous vous souveniez de qui était Jacob Desvarieux. On va écouter un morceau qui a fait le tour du monde, Zouk la c'est ça le médicament Nouni. En 1979, c'est Pierre-Édouard Dessumus et Freddy Marshall qui décident de créer une nouvelle démarche musicale. Ils font appel à Georges Dessumus, à Jacob Desvarieux. Ils s'associent avec Jean-Claude Nemrod et 3 ans plus tard, le groupe est rejoint par Jocelyne Berroir. C'est Georges Dessumus qui va dénicher Patrick Saint-Éloi. Jean-Philippe Martelly devient le chanteur du groupe en 1981. Il faut dire qu'avant cela, le groupe restreint au début s'appelait les Vikings de la Guadeloupe. Ce qui étonnait tout le monde de voir des jeunes noirs s'appeler les Vikings de la Guadeloupe. Et je pense que ça les a vraiment gênés. Et Jacob Édouard Dessumus et les autres décident de mettre fin à cette aberration et baptisent le groupe Kassav, qui signifie galette de manioc en créole. Ça veut dire que Kassav aurait pu naître au Gabon. Oulé. Et ce groupe mythique, il va révolutionner la musique antillaise qui va envahir, essaimer, coloniser les 4 coins de la planète. Kassav, en fait, a inventé un son, une musique, le zouk. Car leur projet était au début de créer un groupe qui revienne aux sources des musiques antillaises pour partir à l'assaut du monde. Et vous allez sentir, Jacob Desvarieux toujours, moi malade, je pense que vous vous en souvenez. Alors, le zouk, en fait, marie, concilie les musiques de la Caraïbe, comme le compas haïtien, le reggae jamaïcain et le ngoka guadeloupéen, et les rythmes internationaux du jazz, du rock et du funk que Jacob Desvarieux a amené dans le groupe. Le zouk est né, en fait, le zouk est une invitation à la fête, à la danse. Il affirme son identité plurielle et métissée, issue du drame de l'esclavage, dont Jacob Desvarieux portait la mémoire à travers la musique. C'est l'expression artistique, en fait, d'une révolution que moi j'appelle identitaire. Au Madiana. Dans les années 80, ces années-là, c'était un engouement, un rythme qui faisait danser toutes les générations. Je me souviens des amis spécialistes du zouk, Tiembe, comme François Gomis, Nelio, Alex Manga et Elson Del Pariente, Vieux Manga à Bangalanao, Jacques Gomis, Didiague, Brigitte Gay, Charles Sambou Tchali et tant d'autres qui avaient des déhanchés langoureux, mortels. Kassav a fait des concerts en Côte d'Ivoire, au Sénégal, à Luanda, Kinshasa. Et c'est d'ailleurs le défunt et admirable animateur de RFI, Gilles Aubringer, et paix à son âme, qui l'a fait connaître. Kassav est le premier groupe noir à se produire en URSS, à Leningrad, 3 jours de suite. 3 soirs de suite. Ils ont rempli le Stade de France en 2009, le Zénith, pour fêter l'anniversaire des 30 ans de musique en 2020, leur 40e anniversaire. Moins allé. Oui, Jacob Desvarieux s'en est allé le 30 juillet, après avoir lutté contre la maladie, comme trop de gens, emportés par le Covid-19. On se souviendra de sa voix chaude, de sa guitare, de ses salopettes du début, de son sourire. Condoléances attristées d'expression et de la Belle TV à sa famille, aux mélomanes, aux membres du groupe Kassav. Est-ce que tu l'as connu? Ou qu'est-ce que tu peux dire pour ce défunt, cet illustre défunt-là? Je vais dire d'abord et on va terminer avec Innocent. Un peu comme tout le monde, par sa musique, par
par la musique du groupe, d'abord Kassav. Après, lorsqu'on rentre un peu en profondeur, quand on veut être dans le corps du métier, donc on se renseigne sur la particularité de chaque artiste et on découvre qu'au-delà de la chanson, il était ghostwriter, c'est-à-dire il écrivait aussi des paroles de musique pour plusieurs artistes. Il arrangeait, il composait de la musique. Donc, au-delà de l'aspect artistique, on découvre maintenant le métier même de l'artiste, le métier qu'il a vraiment pratiqué, qu'il a vraiment fait avec le cœur. Et on ne peut pas parler de ce monsieur sans émettre de l'émotion. Moi, c'est quelque chose qui me parle terriblement. RIP, comme nous on dit chez nous, les slameurs, les poètes, c'est rest in poetry. Moi, je vais demander à tout le monde de me donner l'autorisation de parler de Jacob de Barrière comme un Gaïndé, un Sénégalais, parce que... Un lion. Oui, un Sénégalais, parce qu'il a vécu à Dakar d'abord. Il a comme plat préféré le mafé. Et je me souviens de tout ce qu'on disait pour connaître la vie des différents membres de Kassav. Ils ont été des influenceurs avant que ce soit à la mode. Voilà. Influenceurs dans l'espace et dans le temps. Quand je dis il, je parle de Jacob de Varieux, je parle de Jocelyne Berroir, qui était influenceuse par rapport à sa musique, par rapport à son art, par rapport à sa qualité de vie, par rapport à son style vestimentaire. Toujours sexy, jamais vulgaire. C'est très, très important. Et ils étaient tellement proches que je ne peux pas parler de Jacob de Varieux sans parler de Jocelyne Berroir. Ensuite, je voudrais toujours, comme l'autorisation de parler de lui au présent. Parce qu'un Gaïndé ne meurt jamais, un artiste ne meurt jamais. Voilà, Jacob de Varieux s'en est allé, mais il vit dans nos cœurs. Condoléances à toute la communauté des mélomanes, sa femme, sa famille, ses enfants, et que son âme repose en paix. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous. Passez une excellente soirée. À très bientôt.